sommes finalement Voilà. en ligne et je pense que oui, mesdames, messieurs. On est en ligne à 3 Nous sommes en time ligne zones avec, oui, de l'habitude. Ça explique d'ailleurs le fait qu'on n'est pas demain à 11h. Nous sommes maintenant, en ce moment, ici. Hein? On peut-tu dire ça de Oui, façon plus c'est vague? un time zone incroyablement Parce reculé. que la vie étant ce qu'elle est, n'est-ce Tout à pas? Il fait. faut. On est toujours sur écran rouge. J'attends juste de confirmer qu'on est en ligne en direct de la conférence WWDC d'Apple. On parle avec 3 développeurs québécois. Ça va être excellent, ça, Martin. Des annonces. On va parler de ce qui a été présenté de dans les derniers jours. de l'avenir du développement. L'avenir de l'économie d'application, n'est-ce pas? On va parler de la râpe à fromage aussi. Et tant qu'à en parler, on va se présenter parce qu'on a toujours notre écran rouge que je vais faire disparaître. Et voilà, nous sommes en direct, en fait, du lobby du Westin, l'autre bord de la rue de la World Wild, comme si c'était sauvage. Comme tu l'as dit la World semaine passée. Wide Oui. Developers Conference d'Apple. Et lapsus. Et voilà. Martin Dufort, Alain McKenna, donc en direct de Californie où Bonjour il fait tout le très monde. chaud. Pour cette 9e édition d'une tasse de tech, qui, en passant, et je le souligne à gros traits, est désormais disponible en version audio, balado sur iTunes, qui va bientôt s'appeler Apple Balado, tout simplement, parce qu'iTunes disparaît, n'est-ce pas? Oui. Et sur Google Play, ainsi que sur Spotify. Si jamais vous nous cherchez, vous allez nous trouver. Parce Si vous qu'avant, ne nous si cherchez cherchiez, pas, ben vous là, pouvez nous trouver trouverez- aussi. Ouais. On va appeler Apple, puis Google, puis Spotify. Pour Exact. par exemple. Exact. On va parler, on le disait un petit peu en avant-propos, on va parler avec 3 développeurs. On a des gens de Budge Studio, on a des gens d'Hypnos, qui sont des petites boîtes de développement pas si petites que ça, de Montréal. Et on a aussi comment dire en français, un scholar, un étudiant? C'est une bonne question. Un étudiant sélectionné par rapport au... Je veux dire, un jeune Lavallois fraîchement émoulu du cégep. Voilà. Cégep de Laval, Anas, ou Montmorency, exact. Je connais pas beaucoup Laval, je m'excuse. C'est là, il y a une station de métro qui va à Montmorency, tu devrais savoir. C'est vrai. Donc, on va parler d'applications. On va parler de. J'ai entendu des mots, là, réalité augmentée. Tu as dit SwiftUI tantôt. SwiftUI, c'est le gros buzz en ce moment. Donc, oui. prenez des notes parce que moi, je vais facilement rien comprendre après 3 minutes, je suis pas mal certain. Mais on va partir ça en force avec des actualités de la semaine, la classique. La Martin. classique. Donc, tu nous pars ça fort avec une première actualité. Et là, je vais vous introduire l'actualité. Ah oui, pour vrai, un senseur de localisation d'objets pour Apple. Oui. C'est pas le beacon, ça? C'est pas, exactement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, comme tu le sais, Alain, on est à la conférence développeur Apple à San Jose qui accueille plus de 5000 développeurs. Puis comme à l'habitude, Apple a rendu public une version préliminaire, qu'on appelle dans le jargon du métier une version bêta, C'est vrai. de leur système d'exploitation iOS 13. Et comme à l'habitude, il y a toujours des gens, surtout les gens de 9 to 5 Mac, qui essaient d'éplucher les détails cachés de cette version-là, tenter de voir s'il y a des éléments de produits qu'Apple n'a pas annoncés, qui s'en viennent plus tard. Alors, effectivement, il y a certains éléments qui ont été découverts. Donc, le site 9 to 5 Mac a indiqué qu'elle aurait trouvé des informations d'un tag de localisation d'objets que Apple pourrait potentiellement commercialiser bientôt. C'est quoi un tag de localisation d'objets? Et surtout, à quoi ça sert? Exact. Donc, c'est un petit élément qu'on attache soit à notre porte-clés, soit à notre portefeuille et qui communique via Bluetooth avec notre téléphone. OK. Et qui nous permet de savoir, bon, ben mon portefeuille est où? Parce que moi, je me pose cette question comme 200 fois par semaine. J'ai laissé où mon portefeuille? Alors, le petit tag nous permet de savoir, ah, merde, je l'ai laissé dans mon bureau. Alors, ce qui est intéressant de savoir sur ce produit potentiel, c'est effectivement un produit qui utilise les connexions Bluetooth pour déterminer où sont les objets. 9 to 5 Mac a dit que ce qu'ils ont trouvé, c'est que le tag était pour se pairer avec ton téléphone iPhone, de la même façon que tu fais le pairage avec ton HomePod. En façon plutôt naturelle. Oui, exactement. Alors, puis ils ont aussi découvert dans la version iOS 13 bêta le nom tag 1,1 qui est comme la nomenclature qu'Apple utilise pour nommer les modèles et les Un produits. nouveau produit, oui. Donc, gamme de produits. exact. Donc, ça vient vraiment rentrer dans la plate-bande d'une autre firme qui fait la même chose, qui s'appelle Tile, Oui. qui commercialise aussi un senseur d'objets. Moi, je pense que ce qui est intéressant de cette annonce potentielle de produit-là pour Apple, c'est qu'Apple aussi a annoncé la refonte de leur application Find My Friends, qui est maintenant juste Find My quoi, tu sais, Ouais. Find My Stuff. Il manque une fin à cette phase-là. Find My Stuff, peut-être. Alors, qui permet maintenant de localiser et tes amis et tes appareils. Et je ne sais pas si tu te rappelles, pendant le keynote,
Craig Federighi a dit, je pense que c'était lui, il disait maintenant, tu peux maintenant aussi trouver ton MacBook, même quand il est fermé, qui est en mode Tu peux le sleep. verrouiller, oui, puis le déverrouiller surtout s'il est volé. Exact. Détail important. Alors, ce qu'il expliquait là-dedans, c'est que même s'il est en mode sleep, il envoie quand même un senseur via le réseau Bluetooth qui peut être acquis par les appareils environnants. Et ces appareils environnants-là peuvent le retransmettre pour dire « Ah, ben là, tu vois, le laptop est resté ici, mon téléphone le détecte, il le renvoie. Martin, ton laptop est resté au Westin. » Donc, selon ce qui a été regardé, c'est que potentiellement, Apple pourrait commercialiser ce tag-là avec cette même technologie qui ferait, selon moi, beaucoup de sens parce que l'environnement Apple qui permet de retransmettre la position est vraiment énorme, beaucoup plus grande que les gens qui utilisent Tag. Ouais, il y a une notion de sécurité, oui, effectivement. Oui, bien ça avait été adressé et il disait que les informations qui étaient pour être envoyées via le réseau Bluetooth étaient pour être anonymisées et encryptées, bien sûr, vie privée, on connaît l'histoire. À suivre. À suivre. À suivre en courant ou en marchant ou en prenant une trottinette, parce qu'à San Jose, s'il y a quelque chose qui marche beaucoup, c'est les trottinettes. En fait, qui tournent, qui roulent beaucoup. Il y en a beaucoup. Trottinettes électriques, Bird, Lim, les deux sont ici, en fait, partout. Puis, en fait, on voit même la deuxième génération des trottinettes de Bird, faites par Segway. Oui, Segway. Ils sont plus solides, qui ont l'air... En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à piloter. On peut les piloter d'une main. Je pense qu'il y a une meilleure autonomie, la pile est plus Je ne recommanderais pas grande ça à personne. capacité. Mais ouais, donc, il y a vraiment un marché là. Puis, évidemment, c'est un créneau, la mobilité urbaine, qui est plus que juste de la trottinette, hein, et plus que de la voiture. Et là, Bird tente un grand coup. Effectivement. Avec, c'est quoi, c'est une mobilette électrique à deux places? C'est une mobilette électrique. T'as tout un peu vu. ça, non? T'as bien vu, t'as bien vu. Le Cruiser, il l'appelle? Oui, le Cruiser. Donc, la compagnie de mobilité urbaine Bird, qui offre un service de location de trottinette, comme tu le dis, Alain, annonce l'arrivée prochaine du vélo électrique ou de la mobilette. La mobilette. À sa flotte qui appelle le Cruiser. En toute transparence, c'est la première fois que j'essayais ce service ici à San Jose cette semaine. Puis? Et j'ai été emballé. Je me suis promené de l'hôtel au café, du café à la conférence. C'est vraiment un service sans faille. Il y a beaucoup, il y a des trottinettes, il y en a partout. Là, ça jonche les trottoirs partout. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intégration avec l'application mobile, elle aussi, est sans faille. Donc, tu portes ton application, tu scannes un code QR qui identifie uniquement la trottinette. Tu dis, OK, moi, je pars, voilà, je fais mon déplacement. Quand j'ai fini, j'arrête. Là, il dit, OK, ça t'a coûté $1 ou $2 US. Tu prends une photo pour montrer que tu n'as pas laissé la trottinette en plein milieu du chemin. Puis, voilà, ça se termine là. Donc, Bird tente d'aller plus loin là-dedans. On sait qu'il y a énormément de compétition dans ce marché. Oui. Donc, il tente d'aller plus loin dans la mobilité urbaine. Je pense qu'il essaie aussi d'avoir une plus grande autonomie avec ce qu'ils viennent d'annoncer, qui est un vélo électrique à 2 places. Ça, c'est cool. C'est une bonne idée. Un vélo électrique à 2 places qui possède une pile de 52 volts. Selon ce que j'ai lu, le Cruiser aurait une autonomie de 80 km par charge. C'est quand même énorme. On ne sait pas au niveau de la vitesse. Ils n'ont pas dit c'était quoi la vitesse maximum, mais selon les réglementations, ça ne peut pas dépasser 30 000 à l'heure. Exactement. Ben, c'est 32 km en fait. OK. Parce que 30 000 à l'heure, c'est vite. C'est très vite. Alors, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils ont mis des freins à disque hydrauliques sur cette mobilette pour connaître l'efficacité des freins à disque hydrauliques. Il y a une double charge aussi quand tu embarques 2 personnes, ne veux pas. Oui, donc les distances de freinage sont très, très courtes, mais potentiellement, vous allez faire peut-être des culbutes non contrôlés si vous n'êtes pas capable de doser la manette correctement. Bon point. J'ai vu 2 personnes sur une trottinette ce midi. Ah oui, c'est vrai? Ça m'apparaît un peu dangereux, mais il y a clairement une demande pour du transport en tandem, quoi. Oui, effectivement. Et c'est mieux une petite mobilette qu'un vrai tandem comme il y a dans le Vieux-Port de Montréal. Bien, moi, je pense qu'à un certain point, Alain, il va falloir qu'il y ait une certaine réglementation parce que là, tous les gens que je vois se promener en trottinette, ils n'ont pas de casque, rien du tout. Là, aussitôt que tu arrives, tu es rendu en mobilette avec 2 personnes, ça commence à être un peu limite. Ça va être difficile, oui, effectivement. Il risque d'avoir. En fait, il y a déjà des statistiques qui prouvent que les villes où sont présents ces services-là, il y a déjà une hausse des accidents aux intersections. Oui, c'est un peu le chaos en réalité. Les gens se prennent avec ça sur le trottoir, partout, ça coupe à gauche, à droite, c'est un peu le chaos. Il va falloir qu'il y ait une certaine réglementation là-dessus. Pour ceux qui ne le savaient pas, Bird a été fondé par des anciens employés de Uber et de Lyft. Ah bon? Oui. Et comme je disais, il y a plusieurs gros joueurs dans ce marché, notamment Lim, qui est aussi ici présent à San Jose. Lim, c'est vraiment le plus gros, ayant élevé 765 millions de dollars US en capital de risque pour son service. Alors, moi, ma question, Alain, pour toi, c'est qu'on avait peut-être eu la rumeur que Bird viendrait au Québec? Oui. Ou c'était Lim? Bien là, Uber avec Jump commence avec les vélos.
mais il y a une réglementation qui est attendue du gouvernement provincial pour la question des trottinettes. Parce que je crois que pour l'instant, c'est pas permis, mais c'est en étude en ce moment. Okay. Alors moi, ma question, vite. c'est quand la motoneige électrique Bird pour le Québec? En libre-service? Tout à fait. Un skidoo qui traîne là, sur le coin de la rue? Oui. Alors, on prend le petit skidoo, puis let's go, on s'en va travailler. Déjà une pelle en libre-service, là. Oh, ça serait excellent, une pelle en libre-service. Pour ça dépendre du stationnement. Surtout dans le plateau. Ben, je veux dire. Dans le plateau, ce serait excellent. Partout où il y a de la neige. Oui. Autre sujet, Spotify a une nouvelle version de Spotify. Une version légère. Légère. Qu'est-ce que ça fait de moins que jouer de la musique? Bien, en réalité, c'est intéressant. Donc, Spotify a lancé leur nouvelle application Spotify Stations qui donne en marketing comme la version light de Spotify. Donc, c'est une application qui est disponible sur iOS et Android. Malheureusement, c'est seulement aux États-Unis pour l'instant, qui permet une écoute plus simplifiée, une application plus simpliste d'écoute de musique en ligne. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des playlists personnalisées et les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent les playlists qu'ils veulent. C'est vraiment juste des playlists, donc c'est vraiment comme une expérience d'écoute radiophonique. Tu choisis une chaîne et c'est Spotify qui décide des pièces musicales. Donc, ce qui est intéressant de cette application-là, c'est qu'initialement, Spotify l'avait introduit seulement comme prototype. Mais les tests ont démontré que plusieurs utilisateurs préféraient une application plus simpliste à l'ensemble des fonctions disponibles sur la version principale de Spotify. Donc, ils ont testé le marché en lançant la version Android en Australie. Donc, je ne sais pas si tu sais, mais l'Australie, c'est comme vraiment un créneau vraiment spécial pour tester des applications sans les envoyer, en guillemets, mainstream au Canada, aux États-Unis. Il n'y a pas de firmes qui lancent leur application mobile en Australie pour t'acheter le marché. Parce que c'est une île isolée? Peut-être. Alors, il faudrait leur demander. Ouais. Alors, ça a été lancé en 2018 et ils ont récemment lancé la version iOS là-bas aussi. Le test marché était concluant. Alors, ils disent maintenant, OK, c'est bon, on lance ça aux États-Unis. Évidemment, vous connaissez le modèle d'affaires Spotify. Vous avez la version gratuite qui vous enlève peut-être un peu de fonctionnalité. Vous ne pouvez pas sauter des chansons et tout. Et vous avez de la publicité. Pour la version premium, ben, vous pouvez sauter les pièces musicales et vous n'avez pas de publicité. Donc, c'est vraiment le modèle de revenu associé à ça. Intéressant. Donc, on va voir ce qui va arriver avec cette version de Spotify Station, si ça va s'élargir. Ça ressemble un peu à Pandora quand même. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On va suivre ça. L'application Vasco. VSCO, ça se dit-tu Vasco? Moi, je dis Vesco. Vasco. C'est une des... Vesco. C'est difficile à prononcer. Je te dirais que c'est une des premières applications de manipulation d'images qui est sortie. Il y en a d'autres qui sont sorties, mais c'est une des premières qui avait beaucoup de choix de filtres, de modification de photos. Alors, ce que j'ai lu, c'est que l'application d'édition et de manipulation de photos, moi j'appelle Vesco, possède maintenant plus de 30 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est énorme. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, Vesco, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait les filtres, en guillemets, premium de son application à la pièce. Donc, tu achetais un filtre pour 99 sous, tu achetais un deuxième. Et ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la bonne façon de procéder. Alors, ils ont fait une espèce de pivot et maintenant, tu as accès à tous les filtres premium en étant abonné au service. OK. Et le service possède aussi un flux de photos, un peu comme le fait Instagram. Ouais. Mais c'est vraiment un flux dénaturé de publicité ou d'éléments d'engagement qui dit il y a 200 000 personnes qui ont regardé ta photo, il y en a 150 000 qui l'ont aimé. C'est vraiment juste un flux qui dit voici les belles photos. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, Alain, c'est que Vesco, ils ont quand même été capables de monétiser leur service sans avoir recours à de la publicité. Donc, ce que j'ai su, c'est que le service premium a été acheté par près de 2 millions d'utilisateurs en 2018, puis c'est un service d'abonnement récurrent par année. Donc, c'est un service qui coûte 20 $ par an. Votre base de revenus. Oui, 20 $ par an, tu as tous les fils que tu veux. Donc, ça leur a généré 40 millions de dollars pour des fils qu'eux développent et qui sont distribués à l'ensemble des utilisateurs. Wow. Donc, et sans publicité. Donc, le PDG de la firme, M. Joel Flory, a dit que ce modèle d'affaires-là de monétisation par abonnement est plus intéressant pour lui parce que ça le force à améliorer et à ajouter une valeur
aux consommateurs qui payent pour la valeur ajoutée de l'application, contrairement à essayer d'attirer le plus grand nombre possible de personnes à l'application pour avoir le plus grand nombre d'impressions de publicité. Donc, pour lui, il se dit, nous, les gens payent, on monte la valeur versus essayer d'avoir des fonctionnalités. Exact. Donc, voilà pour ça. Idée de projet de start-up, filtre par abonnement pour podcast. Oh. Je prends 15 si vous le lancez. Encore 15 Ben, je veux dire. D'accord. OK, bon, c'est bon. J'ai essayé de te soutirer un 7 de soi là. Excellent. C'est excellent. Merci, Martin. Ça conclut, oui. On va maintenant accueillir, et c'est le moment clé de notre podcast, 3 développeurs d'applications québécois qui sont ici avec nous à San Jose. Pas avec nous, dans le sens où on n'a pas pris le même avion, peut-être qu'on l'a pris, en fait, je ne le sais pas. Mais qui sont venus voir évidemment les nouveautés qui étaient présentées par Apple, ou qui sont présentées parce que c'est pas encore terminé, mais qui étaient surtout dévoilées en conférence. C'est une conférence qui est l'espèce de grande messe annuelle d'Apple, donc lundi dernier, qui touche à toutes les plateformes qu'on peut imaginer d'Apple, que ce soit la télé, la tablette, le téléphone, l'ordinateur, la montre, le micro-ondes, le lave-vaisselle, n'importe quoi. Ils ont, écoute, c'est rendu fou. Ils ont présenté, parlant de lave-vaisselle, la fameuse râpe à fromage à 7 000 $, le Mac Pro, dont on va parler un peu plus tard, qui évidemment marque les esprits. C'est comme dire, en fait, on rigole parce que c'est une grosse machine qui coûte très cher, mais c'est comme présenter une nouvelle Ferrari puis dire, ben, on va rigoler d'une Ferrari, mais ça reste quand même une machine de pointe, un appareil très performant pour un créneau assez spécialisé. Mais au-delà de cette nouveauté matérielle-là, il y a plein de nouveautés logicielles et j'ai hâte de voir l'impression, en tout cas la première impression, la réaction de nos développeurs qui sont, comme par magie, apparus à côté de moi. Voilà, tadam! Ils sont au nombre de 3. Je vais essayer de les cadrer comme il faut. Je m'excuse si ma caméra a de la misère et je vais lire leur nom parce que je m'excuse, messieurs, je n'ai pas tout appris par cœur. Alors, on commence avec Simon-Alex Bérubé d'Hypnos. On s'est parlé il y a quelques semaines, on a fait un texte sur l'application Relax Melodies, qui est très populaire pour les gens qui ont des problèmes d'insomnie, entre autres. Qui ont besoin de relaxer, en fait. C'est vraiment une app qui a été développée à la base pour mon partner, pour essayer de traiter son acouphène. Qui ensuite, on a découvert la popularité de l'app que les gens utilisaient vraiment pour dormir, donc on a vraiment focusé pour emmener le plus d'outils possibles aux gens pour avoir un meilleur sommeil. Et là, tu es ici vraiment pour la réalité augmentée, je suis certain. Ouais, non. Essayer de voir les nouvelles choses, les nouvelles fonctionnalités d'iOS qu'on pourrait implanter dans l'application. Puis essayer de voir avec Apple, avoir des reviews avec les personnes d'Apple, puis discuter avec les ingénieurs aussi pour certains problèmes qu'on peut avoir des fois. OK, cool. Ben, merci d'être avec nous. Anas Merbou, qui est de Laval, qui est un jeune CGP. Est-ce que tu as fini, j'imagine que tu es rendu à l'université? Non, je viens de finir ma première session. OK, et déjà, tu as des applications en marché? Ouais. Okay. Moi, j'en ai une, elle s'appelle Streets. OK. En fait, c'est une application qui permet de trouver toutes les cuisines de rue à Montréal. Okay. Donc, vu que Montréal a changé un peu le système de cuisine de rue, maintenant, c'est plus pour trouver les rassemblements, donc les événements. Puis ça a été lancé sur l'App Store il y a 1 an. Ah wow, OK. Puis tu es ici en tant que... Est-ce que tu es invité quand tu es... Par là, tu es un scholar, donc un étudiant? Ouais, donc en fait, c'est une bourse. Donc, Apple, à chaque année, quand ils font la WWDC, ils permettent aux étudiants qui sont soit dans un programme STEM, soit qui sont des étudiants à l'université ou au secondaire, d'appliquer pour une bourse. Donc, en fait, il faut faire une mini-application et un peu de contenu écrit. Puis, avec ça, c'est Apple qui décide qui a la chance de venir. Donc, tu es comme un peu chanceux en même temps d'avoir pu avoir accès à la conférence. Ouais. Ben, ils sélectionnent 350 élèves dans le monde entier. OK, quand même. Félicitations. Merci. C'est cool. Ben, merci à toi aussi d'être avec nous. Et troisièmement, Eric Schweichler. Schweichler. Schweichler, OK, merci. Je maladroit, désolé. De Budge Studio, qui est quand même un bon gros studio de jeux. Est-ce que vous faites que des jeux vidéo? Oui, on fait des jeux pour les enfants. Pour les enfants. C'est le marché, nos marchés. Tu es là pour vrai pour la réalité augmentée, parce que je pense que vous avez déjà des applications. On a déjà fait Thomas Mini avec ARKit 1 il y a 2 ans. Puis avec tout ce que j'ai vu à date, ARKit 3 puis Reality Composer, c'est malade. On est vraiment intéressé. Ben, c'est bien que tu m'en parles, parce que la dernière fois, on a parlé de réalité augmentée il y a quelques semaines à une tasse de tech. Puis l'invité était un peu blasé par rapport à ça. Il dit, il n'y a peut-être pas autant de traction. Il y en a chez vous de la traction avec la réalité augmentée? Oui, on a déjà lancé une app pour le lancement d'iOS 11 il y a 10 ans. Puis on continue de regarder ce qui est possible avec la technologie. Oui. C'est très ludique, j'imagine. C'est plus ludique que tu sais, on voit souvent des démonstrations
d'enseignement ou d'éducation, des choses comme ça, en utilisant des objets virtuels, dans le fond? Oui. Mais du côté ludique, c'est plus apparent comme application. Je pense que oui. Puis maintenant, avec les nouvelles technologies en ARKit 3, on peut même mettre un person dans le monde avec les objets virtuels, puis il peut interagir avec les objets. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Oui, puis il y a une notion de profondeur aussi. Je pense que les vraies personnes passent dans l'image virtuelle et peuvent contourner les objets, pas nécessairement être par-dessous, par en dessous. Puis pousser les objets, puis il y a vraiment quelque chose de physique dans le monde avec les objets virtuels. Donc là, il y a eu plein de nouveautés, je disais tantôt, toutes les plateformes logicielles, beaucoup de petites améliorations, c'est un peu comme ça qu'on le prenait. Qu'est-ce qui vous a peut-être intéressé ou impressionné le plus, Simon-Alex? Dans les améliorations logicielles, je vous dirais en général, il y a beaucoup de petites choses qui ont été améliorées. Le fait de pouvoir avoir les apps iPad vers le Mac. Pour nous, on a toujours plusieurs bases de code pour toutes les plateformes, donc ça va vraiment simplifier la vie et pouvoir donner une expérience plus unifiée. OK. Il y a des choses avec AirPlay 2, des choses avec Machine Learning qu'on a commencé à utiliser aussi, je pense qu'ils vont pouvoir nous donner un peu plus de facilité dans le développement. Vous aviez la volonté, parce que là, vous avez une application mobile, puis vous avez la volonté d'arriver avec une application pour desktop, je pense. Hein? On a déjà l'application pour desktop, mais c'est une version simplifiée, donc ce qu'on veut, c'est avoir l'expérience complète pour toutes les plateformes. Bien évidemment, avec Windows aussi, Microsoft essaie de créer ses applications universelles. Il y a une volonté de créer cette espèce d'écosystème unifié. Est-ce que c'est dans la bonne direction d'après toi? On s'en va vraiment dans une direction où il y a de la croissance à aller chercher, peut-être? Je pense qu'il y aurait de la place pour un outil qui est vraiment multiplateforme, mais jusqu'à présent, à travers les années, ce qu'on a essayé... Dans le jeu vidéo, je pense que Unity est arrivé vraiment à faire quelque chose de bien. Mais dans le domaine applicatif, il n'y a rien qui a vraiment été... qui peut permettre d'exploiter vraiment le maximum de chaque plateforme. Et puis, c'est ça, avec Apple, on veut vraiment essayer toujours de supporter les dernières fonctionnalités. Puis la plupart des outils ne donnent pas la possibilité vraiment d'aller assez loin. Ouais. À chaque année, ils rigolent évidemment, parce qu'ils disent, bon, vous savez, Android, c'est une plateforme qui est très fragmentée. iOS, au contraire, on a comme 80% d'adoption, Pour un développeur, est-ce que c'est une différence marquante? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu là, qui fait, oui, il faut vraiment avoir une plateforme où il y a le plus d'appareils possible? C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à iOS. Il y a moins de devices à supporter. Comme tu disais, l'adoption est grande. Sur Android, un des problèmes, c'est que des fois, plusieurs modèles de téléphone vont avoir plusieurs différents... il y a des résolutions d'écran. Des résolutions d'écran. Puis même des fois, deux téléphones de différents providers vont nous donner différents problèmes. Okay. Des fois, on a le même téléphone sur la même version au bureau. Et on n'arrive pas à les reproduire processeurs sont pas pareils. Il y a quelque chose, il y a un système, il y a une couche logicielle ajoutée par le provider de cellulaire. Donc, toutes sortes de choses qui compliquent la vie aux développeurs. Puis, des fois, les utilisateurs ne comprennent pas qu'on fait quand même des gros efforts. On a peut-être 50 téléphones Android au bureau. Malgré tout, on n'arrive jamais à être 100% compatible. Est-ce que vous avez des applications pour Android, les deux? Oui. Est-ce que vous voyez Google, j'imagine qu'ils doivent faire des efforts, ils ont compris qu'ils ont ce problème-là, ils doivent essayer de corriger ça? Bien, je pense que c'est plus aller vers le Pixel, qui est plus à Google, c'est plus standardisé que les autres marques. Donc c'est inhérent à la plateforme, puis Google est un peu mal pris par rapport à ça. Google travaille sur la technologie Flutter aussi, qui est un nouveau langage qui est multiplateforme, qui est assez flexible, qui va même supporter le web. OK. C'est juste que c'est le genre de choses qu'il faut être prudent un peu. Parce que si tu te mets à adopter ça puis que Google décide que le produit ne verra pas. Là, il est encore comme en bêta. Là, fait qu'il y a toutes les apps, beaucoup d'apps de Google sont rendues sur Flutter, mais moi je trouve qu'il y a un risque encore d'adopter trop rapidement ces technologies-là. OK. Bon, on va voir comment ça. Tu es obligé de reculer en arrière ensuite puis refaire ton code. Là, le coût est quand même assez élevé. Là. Anas, tu as fait. Comme étudiant, tu arrives, tu es un peu, j'imagine, tu n'arrives pas avec une volonté de lancer en affaires très large, j'imagine? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? En fait, oui. OK. Bon. Est-ce que tu es venu chercher des outils pour faire ça? Non, pas vraiment. Pour de vrai, c'était pas. Je suis pas venu en mode affaires, business, parce qu'en ce moment, on est plus dans la rédaction du plan d'affaires que dans le développement du produit lui-même. OK. Donc, je suis pas vraiment venu avec les affaires en tête. Mais ouais, c'est... Donc, il y a déjà une application t'as déjà une application en tête ou une suite à ce que vous faites avec Streets ou... Ouais, ben en fait, oui, avec Streets, j'ai eu des ateliers j'ai eu de la consultation avec des ingénieurs d'Apple. Je suis plus allé du côté business et marketing. Donc, ils m'ont donné plein de conseils sur comment je peux commencer à monétiser l'application parce que ça fait quand même 1 an qu'elle est sur l'App Store. Puis même si c'est une application saisonnière, j'ai quand même réussi à avoir beaucoup de traction, beaucoup d'utilisateurs qui téléchargent l'application. Mais en ce moment, je suis plus en train de travailler sur une version Android
de rajouter des Fait que tu peux répondre à la question d'avant. C'est-tu facile? Comment tu trouves ça va comparer les deux? Non, Android, je trouve que c'est très compliqué parce qu'à chaque fois que tu veux rajouter une fonctionnalité, des fois ils sont comme ton minimum target SDK, il est comme, il faut que soit tu l'augmentes, soit qu'il faut que tu trouves une façon, il faut que tu utilises des outils un peu plus anciens pour que ça soit compatible avec les plus anciens appareils. Et comme ils ont dit, même avec plusieurs appareils, il y a toujours des problèmes. Et en fait, moi maintenant je travaille chez une compagnie pour cet été qui font ça s'appelle ThreadBridge, ils font des solutions TI, c'est une start-up. Et puis on a le même problème avec les téléphones Android. On a plusieurs téléphones Android, mais il y a toujours le client, il nous dit toujours il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est comme nous on l'a testé sur ce téléphone, puis ça a fonctionné. Il doit y avoir une certaine tolérance qui soit acceptée ou pas au niveau des développeurs ou des fabricants d'appareils qui compliquent l'affaire aussi. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qui t'a impressionné là? Tu es ici depuis lundi, tu as vu la keynote, tu as vu 2-3 sessions, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Swift UI, je pense que Swift UI c'était le plus intéressant. Ça, c'est l'outil qui simplifie, je pense, l'utilisation du langage Swift. Ouais, en fait. Tu vas me perdre vite parce que c'est moins mon truc. Là, mais... Oui, pour construire des interfaces, puis aussi construire des interfaces dynamiques, donc qui dépendent sur des données. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que pour nous, ça va être plus facile de faire des trucs qu'on faisait et que ça prenait beaucoup plus de code pour implémenter ces fonctionnalités, mais aussi pour les nouvelles personnes, parce que moi, j'enseigne aussi la programmation. Puis je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça enlève une grosse barrière aux gens qui veulent commencer qui s'intéressent au développement des applications iOS. Je pense que c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça simplifie vraiment? As-tu eu le temps de regarder pour dire, oui, ça va vraiment changer la façon qu'on fait des applications? J'ai pas téléchargé. La bêta est quand même très instable, donc je n'ai pas voulu prendre de risque en le téléchargeant, mais j'ai regardé un peu sur Internet, puis je pense que c'est très prometteur. OK. C'est cool. Je veux profiter du fait que j'ai 3 développeurs pour poser la question, parce que c'est un enjeu, on n'en parle pas beaucoup au Canada, parce que c'est pas aussi... je ne veux pas dire important, mais au niveau économique, c'est pas un truc comme celui aux États-Unis, mais il y a beaucoup de conversations sur est-ce que Apple et son App Store est un monopole, est-ce que Google et Amazon sont des monopoles, puis on demande ces choses-là. D'un point de vue développeur, développer des applications, pour vous, est-ce que vous verriez un App Store indépendant des plateformes mobiles? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisageriez, ça? C'est une question difficile. Oui. Je suis désolé, mais je la trouve intéressante. Ça les plateformes, tout ça complique la vie. Là. Déjà, Android, disons, il y a Amazon, tu as Google Play, puis en Chine, tu as 1 million de différents stores. À ce moment-là, il faut que tu supportes un système de paiement différent, tu supportes plein de problèmes qui viennent avec la compatibilité de certaines choses avec les stores. Donc, le fait d'avoir un seul store avec Apple, le fait qu'ils reviewent les apps, t'assure quand même une bonne expérience du côté user, puis une expérience aussi simplifiée du côté développeur. Donc, moi, je suis pas tant pour ça. Là. Ouais, comme il dit, 30% de revenus, c'est beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup là pour ça. Même comme les trucs qu'ils annonçaient cette semaine, le Sign In with Apple, qui va donner plus de privacy, plus sécurisé pour les utilisateurs. Plus intégré. Pour pas avoir partagé leurs détails avec Twitter ni Facebook, c'est vraiment intéressant. Puis je dirais aussi, c'est un peu normal qu'ils prennent de l'argent parce que c'est quand même, on profite de leur plateforme, donc eux, ils font des efforts sur le côté, genre avec leurs produits, avec les outils qu'ils nous donnent. Donc je pense que c'est un peu abusé le 30%, mais je trouve que c'est quand même normal qu'ils nous demandent. C'est sûr qu'ils ont créé l'espace, on peut le dire comme ça, mais en même temps, Microsoft a créé l'espace avec Windows et il a quand même fallu qu'ils trouvent un moyen de décrocher Explorer il y a quand même longtemps. Donc quand tu crées un nouvel espace, effectivement, éventuellement, tu n'es plus propriétaire de l'espace. C'est ça la question, en fait. Et c'est ça tout l'enjeu. Il n'y a personne qui a la réponse encore. C'est ça qui va être le fun de voir. Est-ce que c'est un App Store, est-ce qu'une plateforme logicielle sur des téléphones est indépendante du téléphone? Je ne le verrai pas sur les plateformes d'Apple. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'Apple, c'est pas le genre à permettre des plateformes externes à nous laisser. C'est très vrai. C'est pas leur genre de ne pas contrôler le produit. Ça leur permet de contrôler l'expérience, s'assurer que tout est stable aussi. C'est pour ça que le développement iOS est plus facile au final, parce qu'ils contrôlent la plateforme, contrôlent le téléphone, contrôlent le logiciel. Donc il y a une unification de toutes les couches, puis au final, c'est l'utilisateur qui en profite. Puis maintenant aussi avec les subscriptions, après un an, l'anniversaire d'un an des subscriptions, la cote baisse de 30 à 15 %. Oui, c'est vrai. Puis
beaucoup d'apps qui s'en vont dans ce modèle-là, qui se permet de générer des revenus récurrents, puis vraiment de pouvoir d'avoir une transformation sur le produit plus orienté sur le long terme. Ouais. Pas juste de faire l'argent maintenant, mais de vraiment aller chercher les utilisateurs, les garder, puis ensuite pouvoir développer de plus en plus de features pour eux. Puis je pense que c'est avantageux quand même, ce modèle-là. Dans le modèle par abonnement, on sent qu'il y a une certaine traction. D'ailleurs, dans le jeu vidéo, Apple Arcade va lancer cette tendance-là. Est-ce que c'est quelque chose qui va affecter la façon dont vous faites vos jeux? On ne sait pas encore parce que le programme est très serré. C'est par invitation seulement. Oui, OK. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on est vraiment intéressé aussi. Est-ce que c'est la façon... En ce moment, comment vous faites des sous avec vos jeux? Vous les vendez ou s'il y a dans les applications, il y a des achats intégrés? Mais nous, on a des achats intégrés. Il y a toujours une expérience gratuite. Puis si les parents aiment qu'est-ce que les enfants jouent avec, ils peuvent payer toujours plus pour débloquer les contenus. Puis on a un couple de produits comme Barbie Dreamhouse ou Budge World avec des abonnements mensuels. Recurrent, puis ça marche aussi. OK. Est-ce que ce modèle-là par abonnement serait... Est-ce que tu le vois comme l'avenir du jeu vidéo? Certainement, oui. C'est un meilleur reporter, puis ça marche avec les gens. OK. Oui. Puis on peut offrir un service continuel avec des mises à jour, puis ça marche. Ouais. Il y a eu quelques nouveautés, le fun, peut-être du côté plus développeur. Moi, un truc que j'ai hâte d'essayer, parce que je le fais déjà avec d'autres vidéos, c'est la possibilité d'avoir sur un Mac, d'avoir un iPad jumelé pour faire un deuxième écran. Puis lui, montrer des explications, sidecar, des applications pour aussi, même tu peux te transférer des fenêtres, faire du codage, du code ou de la retouche, dessin avec l'Apple Pencil. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, ça? Est-ce que quand ils vous présentent des produits comme ça s'adresse à vous ou c'est plus pour développer des applications? Je pense que oui. Je pense que, mettons, tu voyages, justement, des fois, tu es juste avec un écran. Maintenant, d'emmener ton iPad, tu peux comme avoir un mode de 2 écrans quand même. Plus d'espace pour travailler. Oui, c'est ça, plus transportable. Là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont des iPads. Moi, j'en ai juste pour faire certaines choses. Là. Ça donne une plus grande utilisation du iPad. Ouais. Ben, on sent qu'ils veulent resserrer, pas nécessairement resserrer, mais créer un écosystème plus communiquant entre les différentes plateformes. J'imagine que pour les applications, il y a de l'intérêt aussi de faire une seule application qui peut être déclinée sur 3-4 plateformes. Ça, y a un intérêt? C'est sûr que si tu as une seule base de code puis tu peux la mettre partout, ça diminue beaucoup les coûts. Nous, on a l'application Apple TV, on a l'Apple Watch, on a l'iPhone, on a l'iPad, on a le Mac. Ça a l'air de rien au final, mais c'est beaucoup de différences entre les plateformes. Puis de maintenir ça toujours, ça devient un gros travail. Est-ce que vous faites des choses pour Windows ou vous êtes totalement du côté... Non, on a le site web qui a le côté quand même app dedans, qui est compatible avec la plupart des browsers qui peut être utilisé sur Windows. Je vous mets ça comme ça. Évidemment, on parlait d'Android un petit peu. Huawei, qui est le fabricant chinois aussi, là, il est en disgrâce chez Google, en tout cas au moins aux États-Unis, puis là, il n'y aura plus Android. Est-ce que d'après vous, une troisième plateforme serait bienvenue dans le monde de la mobilité? Vous feriez, mettons, iOS, Android et Huawei OS, là, appelons-le comme ça. Windows a essayé, mais sans succès. Donc non, Windows, BlackBerry à une certaine époque avec le BlackBerry OS, Palm OS avant. Est-ce qu'il y a de la place pour un troisième? Bien, ça dépend, parce que si ça ne va pas aux États-Unis, ça coupe beaucoup le marché. Pour avoir une troisième plateforme qui n'est pas suivie aux États-Unis, je pense que ça ne marchera pas. Puis, comme il est déjà dit, en Chine, il y a déjà une centaine de App Store, il y en a combien? Android, il y en a beaucoup. Il y en a des puis chacun a tout leur code, des plateformes séparées pour les achats intégrés et des trucs comme ça. Puis en plus, il faut qu'on apprenne de nouveaux outils, puis il faut que les compagnies aussi commencent à soit former les employés, soit en engager de nouveaux. Donc je pense que le cross-platform devient encore plus problématique. Là. À moins qu'il y ait vraiment un outil qui vienne réunifier ça, mais c'est jamais parfait au final. Là. Ouais. Ça va pas d'autres problèmes avec ça. Il y avait quelque chose qu'Apple disait, c'est qu'il y a beaucoup de premiers visiteurs à la conférence cette année. Est-ce que c'est votre première visite, vous trois? Ah, j'imagine que moi, c'est ma première visite. Ouais. Est-ce que c'est ma troisième visite? Ta troisième? Moi, c'est mon troisième aussi. Troisième aussi? Ah, vous êtes donc des vétérans. Oui. On faisait ça. Il y en a qui sont là depuis la première conférence à chaque année. Là. Ah oui, OK, on voit ça. C'est des vrais vétérans. Tantôt, il y avait un gars dans le fil qui disait « Moi, c'est ma 7e conférence. » Wow! Ah, ça fait quand même... Oui, puis à l'époque, c'était à San Francisco, en plus. Ça a commencé ici, puis c'est revenu ici. C'est revenu ici, ouais. Ah oui, c'est commencé ici? Oui, à San José. On aurait pensé qu'ils feraient ça sur leur campus, mais on peut pas aller au campus. Non. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'accueillir autant de monde. Ouais, ça fait... C'est un peu loin. On a vu que la sécurité est quand même assez c'est en banlieue, oui, c'est éloigné. C'est quand même pas un grand centre qui peut accueillir tout le monde. Effectivement. Est-ce qu'il vous reste des choses à voir dans la conférence ou c'est fini pour vous, les formations? C'est vraiment juste des laboratoires et des sessions. OK. Il y a pas de... Je pense pas qu'ils vont...
Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. Genre Y a-t-il- s'ils ont annoncé ça. Ouais, y a-t-il des nouveaux thèmes, des thèmes que vous n'avez pas vus, vous aimeriez voir demain? Non, ben, ça d'aller voir les sessions pour vraiment approfondir les différents sujets qui nous touchent. Là. Moi, il y en a quelques-unes que je vais aller assister pour vraiment. C'est là que vraiment qu'ils rentrent plus profondément dans la nouvelle fonctionnalité pour expliquer vraiment ça va être quoi ses capacités. Puis c'est là qu'on peut déterminer vraiment si ça va être quelque chose qu'on va pouvoir implémenter rapidement ou si on va devoir attendre d'avoir une version peut-être plus mature des plateformes. Est-ce qu'on s'attend à des nouveaux jeux, des nouvelles applications dès l'automne, le lancement de la nouvelle version des logiciels? Toujours les idées qui commencent à cuisiner, les trucs qui arrivent. Ouais. La réalité augmentée, parce qu'on le disait tantôt, c'est un truc que vous faites beaucoup. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous dirigez ou s'il y a d'autres Ben, c'est pas moi qui décide, mais il faut que je retourne au bureau puis on se parle ensemble nos idées, qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits qu'on a puis les nouveautés. OK, cool. Ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être passés. C'est super agréable. On vous Merci souhaite beaucoup. une bonne fin de conférence, une bonne suite, en tout cas, de conférence au minimum. Merci, Alain. Profitez du beau temps. Merci. Puis, écoute, je vous souhaite un bon séjour en Californie. Ouais, merci beaucoup. Salut, messieurs. Ben voilà, c'était un survol de l'expérience d'un développeur, de 3 développeurs, en fait, montréalais, à la Worldwide Developers Conference. J'ai toujours de la misère avec cette expression-là. Il y en a, évidemment, chaque année, les grands groupes en font toutes. Celle d'Apple est toujours un peu plus iconique parce qu'elle attire un intérêt, ou en tout cas, elle suscite l'intérêt de façon, je dirais, démesurée par rapport à ce que peut faire Google ou même Microsoft. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez amusant de voir comment ça fonctionne, comment les gens qui assistent à ça le voient aussi. Parce que moi, personnellement, je le vois comme journaliste, mais tu sais, je ne vois qu'un bout de l'affaire parce qu'on développe, tu sais, toi aussi, tu es développeur, donc vous voyez vraiment les ateliers, les workshops. Nous, ce qu'on voit, c'est plus qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui va affecter le grand public, tout ça. Donc, ça donne une autre perspective sur l'affaire. C'est effectivement, Alain, c'est une autre perspective. Tu parlais de fragmentation Android tout à l'heure. Je pense que c'était un bon point parce que l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qu'Apple annonce présentement, bien, ces nouvelles fonctionnalités-là doivent être assises sur la nouvelle version des systèmes d'exploitation des appareils. Donc, sur iOS 13 ou sur macOS 10.15, etc. Donc, si toi, comme firme ou comme compagnie, tu décides d'embarquer dans cette nouvelle technologie-là, bien, la base de ton marché, c'est le marché qui a ces systèmes d'exploitation-là. On sait que sur iOS, le taux de, entre guillemets, d'upgrade pour iOS est énorme. Je pense que Tim Cook avait dit que c'était comme 96 ou La dernière version, c'était 85, je pense. versus 9 pour Android 9. Sur macOS, c'est pas nécessairement la même chose. Donc ça, c'est un petit Sur peu... la plateforme des ordinateurs. Oui, la plateforme des ordinateurs, c'est pas nécessairement la même chose parce qu'on sait que les ordinateurs, ils durent comme pas mal plus longtemps, puis les capacités sont peut-être beaucoup moins grandes. Les ordinateurs, il y a 4-5 ans, en termes de puissance de traitement, ils sont peut-être un peu moins grandes. Donc ça, c'est un truc, c'est un peu un bémol là-dessus. L'autre élément que moi, j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de démos qui montraient comment faire des choses avec le iPad et l'iPhone. Sur le macOS, il en parlait, mais c'était un petit peu plus mitigé, je te dirais. Ah oui, OK. Ouais. Bien, on sent que, et ce qu'on voit dans la stratégie d'Apple, c'est qu'il y a une volonté de peut-être tirer les produits lucratifs que sont les applications mobiles vers le Mac pour générer du buzz. Parce qu'évidemment, le marché des ordinateurs stagne depuis de nombreuses années. Là, on arrive à un stade où peut-être qu'on plafonne dans la mobilité aussi. Fait que de croiser les deux, c'est peut-être pas bête. Oui, je pense que puis tu en as parlé, là, l'idée de jumeler un iPad avec un Mac en utilisant Sidecar, qui étend ton environnement de travail puis qui amène des capacités plus intéressantes avec un stylet, ce que tu ne peux pas faire présentement sur un Mac parce que c'est pas un écran qui répond. Mais peut-être que c'est une vision que Apple va éventuellement sortir un ordinateur desktop qui lui-même sera tactile. Ça serait quelque chose. Là, je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Mais ils n'ont pas sorti ça. Non, ce qu'ils ont sorti, c'est ce truc-là que vous voyez et qui s'apparente à une râpe à fromage. Évidemment, c'est devenu le gag instantané. Ça a été le même sur Twitter là, en dedans de l'heure après sa Ça n'a pas sortie. été long, Là. mais c'était, en réalité, et je vais vous le montrer parce que je l'ai aussi, la photo, c'était ce bidule-là, qui a quand même... bon, première impression, on fait comme peut-être, c'est peut-être pas réussi, mais je pense que le design, on finit par pour l'avoir vu 3-4 fois au fil des 3 derniers jours. On l'a pris par aimer ça, ouais. OK. J'ai demandé, c'est le Mac Pro, donc ça a été présenté lundi. Ça vient en 2 morceaux, ou en 3 morceaux pour être plus exact. À droite, évidemment, vous avez le boîtier du Mac Pro, qui a toujours été l'espèce d'appareil de design, en tout cas pour les travailleurs du design, que ce soit graphique, vidéo, jeux vidéo ou peu importe. Et qui traditionnellement, jusqu'au dernier modèle, celui précédent celui-là,
pouvait en fait être ouvert. On pouvait rajouter des morceaux, enlever des morceaux, personnaliser la machine. Et puis là, dans celui-là, on revient à cette pratique-là. Là. On peut l'ouvrir, mettre des cartes PCI Express, des choses comme ça. Donc, c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Ce qui a fait sourciller les gens, c'est que bon, la machine, en partant, commence à 6 000 $ américains. Peut être accompagnée d'un moniteur qui s'appelle le Pro Display XDR. XDR, c'est du Extreme Extended Dynamic Range. Ça, c'est le HDR, mais sur les stéroïdes, ce qui permet un rapport de contraste de 1 million pour 1, entre autres choses. Ce moniteur-là coûte 5 000 $ américains, mais il vient ou ne vient pas avec le stand, donc le pied, la béquille qu'il y a derrière, que vous voyez sur l'écran. Est-ce que c'est le StandGate? Oh, on pourrait créer le StandGate. Donc, cette béquille-là coûte la modique somme de 1 000 $ US, elle toute seule. Pour une béquille. Donc, peut-être que ça a mal été présenté parce que la réaction dans la foule, quand on a vu ça, c'était vraiment comme « Ouh, quel prix! » Bien, tu sais, Alain, C'est juste un gros morceau d'aluminium. Exact. Puis la discussion qu'on a eue là-dessus, on l'a eue avant de faire la tasse de tech, c'était que l'audience, majoritairement, au keynote, c'était des développeurs. Et l'annonce a été faite en disant « Cet écran-là, si vous le tournez en mode portrait, c'est un excellent écran à faire du développement. » Donc, il y avait eu cet angle, comme quoi, avant que le prix soit annoncé, comme quoi l'écran pourrait potentiellement devenir un appareil que les développeurs pourraient utiliser. Mais bon, quand on se rend compte, surtout qu'on fait l'annonce de prix, les caractéristiques techniques des cartes vidéo, c'est vraiment un appareil pour faire du montage vidéo. 8K, là, c'est une affaire de la mort. J'ai essayé de le faire dire par quelqu'un que je ne savais pas, mais ça n'a pas été facile. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un produit aspirationnel. Donc, les gens vont dire « Wow, si un jour je réussis dans la vie, je veux une bébelle comme celle-là. » Et les gens vont aller voir de quoi ça a l'air en personne. Ils vont finir par sortir de là avec un iMac ou un MacBook Pro. Un truc. Mais tu vois, l'histoire se répète, Alain, parce qu'on l'a déjà eu, cette histoire-là, avec le fameux Apple Cube là, que Jonathan Ive avait présenté, qui se levait hydrauliquement et tout, qui était un produit aspirationnel. Tout le monde dit « Ah, le Cube, c'est incroyable! Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Non. Puis, tu vois, du côté de Microsoft, il y a le Surface Studio, qui est l'espèce de gros, ça ressemble plus peut-être à un iMac, mais qui est dans le même principe, coûte 5 000 $ lui aussi, même pas donné. Ça doit créer un intérêt. C'est sûr qu'il y a des acheteurs pour ça, il y a des professionnels qui ont besoin d'une super machine. Il y a des exemples de gens qui prennent pour du travail vidéo. On peut recevoir 3 feeds vidéo 8K en même temps sur un Mac Pro comme ça et faire l'édition en temps réel. Donc, c'est quand même assez puissant. Puis l'autre démo qu'ils ont fait, Alain, tu te rappelles, c'est qu'il y avait l'application audio qui ont été capables d'envoyer comme 500, 4000 pistes audio en même temps, puis ça l'a pas bronché. Là, on se disait, OK, c'est une démonstration technologique. Est-ce que c'est une démonstration pratique? Peut-être pas. Essayons de compter le nombre de pistes que les Beatles avaient pour faire leur propre succès, qui sont encore des succès aujourd'hui et pourtant. Mais moi, la discussion que j'ai eue là-dessus, j'ai des discussions avec d'autres personnes ici à la conférence, puis on est venu à la conclusion que si Apple avait annoncé un produit milieu de gamme, entre l'écran Pro, donc je parle juste de l'écran, parce que je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui veulent un écran Apple, entre l'écran qui est le Pro Display XDR à 5 000 $ US, s'il avait annoncé un produit milieu de gamme, qui, mettons, un 5K au lieu d'un 6K, à 2500 ou 2000 $, je pense que la pilule aurait été mieux avalée, puis je pense que ça aurait passé beaucoup mieux que juste allons-y le plus haut possible. Bien, ils ont quand même, j'imagine, réagi relativement rapidement parce que ça fait 2 ans qu'on l'attend. Ça a été annoncé qu'elle est annoncée là, le Mac Pro, mais on peut imaginer qu'il va y avoir des versions plus abordables qui vont venir en cours de route. C'est pas rare de voir des fabricants, et même dans d'autres secteurs, comme par exemple dans l'automobile, lancer le gros modèle le plus équipé en premier. Et après, et ensuite, on enlève des morceaux et on le rend plus abordable pour que les gens achètent en plus grand volume. C'est peut-être ça qui va se passer aussi. On va voir. On verra. Ce sera pour un autre épisode d'une tasse de tech de toute façon. Mais super machine. J'imagine qu'elle doit collecter la poussière de façon spectaculaire parce que les espèces de petites buses de ventilation servent à aérer, à refroidir la machine, les composants internes. Mais ça reste que c'est des petits endroits qui vont être difficiles à dépoussiérer. Je vais te donner une anecdote. Moi, j'avais le premier ou un des premiers Mac Pro qui était la grosse tour avec plein de trous, qui n'était pas comme la râpe à fromage et tout. Et je pense qu'il y avait pas moins de 8 ventilateurs là-dedans, mais qui tournaient vraiment jamais. En plus. Mais le jour où l'ordinateur plantait, là, pour le protéger, pour pas qu'il, en guillemets, il fonde, il partait les ventilateurs à full vélocité. Au maximum. Et là, ta tour devenait en mode airplane parce que là, ça faisait un bruit du tonnerre.
Donc, ça, c'est. On verra ce qui arrivera avec ça. On verra. Cela dit, juste pour revenir sur le moniteur, il comparait sur scène à un appareil à 45 000 Oui, c'est un appareil de Sony. Oui. On l'a vu dans une pièce fermée plus tard ensuite pour une démo dans une situation plus ou moins réelle. Et puis, il faut dire, il fait vraiment des belles couleurs. Bon, il est juste un petit peu hors de prix, mais c'est un super moniteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, on va voir les chiffres de vente. Je ne sais pas s'ils vont nous les donner. On aura peut-être une mise à jour à la conférence matérielle qu'on attend toujours en septembre. Là. Donc, on verra si Apple nous donne des informations là-dessus. À suivre. À suivre. Qu'est-ce qu'il te reste à voir ici? As-tu d'autres choses au programme? Non, moi j'ai terminé. En réalité, il y a des labs. C'est un peu le but premier de venir ici, c'est être capable de discuter un à un avec les ingénieurs d'Apple si tu as des questions techniques ou si tu veux savoir comment monter des choses. Puis aussi faire des connexions avec des gens. Ça, c'est super important. Ouais. Donc, vu que les sessions sont disponibles en ligne, c'est des développeurs attitrés. Donc, mettre plus d'emphase sur les laboratoires que sur les sessions. C'est bon. Ben écoute, nous, on va retourner voir ça. Moi, j'ai pas rien au programme, en fait. Je vais relaxer. On va finir, on va inspecter, on va enquêter quand même, trouver des histoires intéressantes. D'autres développeurs, peut-être, qui sont ici. Et comme on est Canadien, bon, on va y aller pour les Raptors ce soir. C'est vrai, il y a du basketball. Tout à fait. Bon, ben excellent. Ben écoutez, ça tombe bien, on a fini. Vous pourrez changer de chaîne tout de suite après. C'est un peu de bonheur, mais bon. Ouais. Préparez votre popcorn. C'est quoi le mets officiel du basketball? Parce qu'on sait que c'est le Chili au football. C'est une bonne question. Peut-être qu'on pourrait inventer la poutine californienne pour dire pro Raptors en plein Golden State. OK, ben écoute, on travaille là-dessus, pensons-y. We the North. Oui, effectivement, hashtag We the North. Nous allons donc nous diriger vers le bar sportif le plus proche. Oui. OK, cool. Ben, merci de nous avoir regardé, écouté, d'avoir assisté à cette présentation, écoute, merci à nos 3 développeurs qui étaient avec nous parce que premièrement, on a réussi à utiliser tous nos micros d'un coup, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et deuxièmement, c'était quand même intéressant de voir justement cet aspect plus business derrière les applications qu'on télécharge qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Donc, on a appris plein de trucs. Donc, merci à vous, messieurs. Merci à toi, Martin. Merci. Écoute, c'était un plaisir de te voir en Californie. C'est jamais arrivé avant. C'est coïncidence. Et puis, on va revoir la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. On revient à nos habitudes. Café Osmo, Maison Notman. Jeudi 11h. On va trouver un invité quand même assez cool. Hein? On va se trouver Tim quelque Cook chose. est supposé être là. Oh! On va voir. Regarde la rumeur. On vous souhaite une bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Bye.